Je me souviens parfaitement du jour où tout a commencé. Je venais à peine de terminer mes études à Sciences Po, assise à la table écaillée de la cuisine familiale, aidant mes parents à chercher des solutions pour sauver leur petite boutique de la faillite. Avec seulement 15 € dans le compte de l'entreprise, le désespoir imprégnait l'air comme un brouillard épais. Cette nuit-là, une idée a jailli dans mon esprit: et si on numérisait tout ? Pendant que mes parents allaient se coucher, vaincus, je suis restée éveillée toute la nuit à coder les premières lignes de ce qui deviendrait notre logiciel révolutionnaire. Notre petite boutique de produits régionaux au cœur de Lyon semblait condamnée face aux grandes surfaces et aux chaînes qui envahissaient le quartier. Mes parents, François et Marie Dufresne, avaient consacré 30 ans de leur vie à bâtir ce commerce qui proposait des spécialités lyonnaises et des produits artisanaux. Je ne pouvais pas les laisser tout perdre sans me battre. Au fil des années, j'ai tout investi dans ce programme. J'ai refusé des offres d'emploi de prestigieuses entreprises parisiennes, préférant croire aux rêves que nous construisions ensemble. Ma sœur Sophie riait souvent de mon entêtement, me rappelant qu'avec mon diplôme, je pourrais gagner 3 fois plus ailleurs. Mais quelque chose me retenait ici, un mélange de loyauté et d'obstination. J'avais 24 ans et toute ma vie devant moi. J'ai appris à automatiser l'inventaire, à créer une vitrine en ligne, et à optimiser l'engagement client. Tout cela par essai, erreur et d'innombrables nuits sans sommeil. Mon petit appartement sous les toits de la Croix-Rousse s'était transformé en quartier général improvisé. Les murs étaient couverts de post-it colorés et mon ordinateur ronronnait jour et nuit. Je vivais de café noir et de quiche réchauffée, mais j'étais portée par une énergie que je n'avais jamais connue auparavant. Le premier mois, notre site web n'a attiré que quelques curieux. Le deuxième mois, nous avons reçu une poignée de commandes. Mais petit à petit, le bouche à oreille a fait son effet. J'avais créé un système qui permettait aux clients de composer leur propre panier de produits régionaux, avec une livraison dans toute la France. Notre spécialité ? Des coffrets personnalisés qui racontaient une histoire, celle de notre terroir, avec des produits soigneusement sélectionnés chez les artisans locaux. Progressivement, les commandes ont commencé à affluer, d'abord par dizaines, puis par centaines, et finalement par milliers. Les dimanches matins au marché des quais de Saône, je négociais avec les producteurs pour obtenir les meilleurs prix et garantir un approvisionnement régulier. Notre petit commerce familial s'est transformé en une entreprise de plusieurs millions d'euros, mais mon cœur restait attaché à ses humbles débuts. Malgré tout ce succès, je suis restée invisible aux yeux du monde extérieur. La presse s'intéressait à la famille Dufresne, à la marque Saveurs de Lyon, au miracle commercial, mais rarement à l'architecte dans l'ombre. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Nous étions dans cette aventure ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Des investisseurs ont commencé à frapper à notre porte. Des grandes chaînes d'épiceries fines voulaient nous racheter. Ma mère était tentée, mais mon père et moi résistions. Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était notre héritage, notre création. J'ai continué à améliorer notre système, ajoutant des fonctionnalités comme la réalité augmentée pour revisiter les fermes de nos producteurs depuis son salon, ou un algorithme qui suggérait des accords parfaits entre nos vins et nos fromages. À 30 ans, j'avais transformé une boutique au bord de la faillite en une référence nationale du e-commerce gastronomique. Nos bureaux occupaient désormais tout un étage dans un immeuble haussmannien près de la place Bellecour. Nous employions une vingtaine de personnes, et ma sœur Sophie nous avait rejoints pour gérer la communication. Elle avait un don pour les relations publiques que je n'avais pas, préférant rester dans l'ombre de mon code et de mes algorithmes. Nos parents vieillissaient doucement, fiers de ce que nous avions accompli ensemble. Mon père, toujours le premier arrivé au bureau, gardait cette habitude de vérifier chaque colis avant qu'il ne parte, comme il le faisait jadis dans notre petite boutique. Ma mère, elle, avait développé une ligne de confiture qui portait son nom et qui s'arrachait sur notre site. Je ne cherchais pas la reconnaissance. La satisfaction de voir notre entreprise prospérer me suffisait. J'avais créé quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui faisait vivre des familles et qui mettait en valeur le travail de dizaines d'artisans. C'était ma fierté, ma raison d'être. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Si seulement j'avais vu les regards que s'échangeaient ma mère et ma sœur lors des réunions de direction. Si seulement j'avais prêté attention aux appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Mais j'étais trop occupée à construire, à créer, à rêver.
L'anniversaire des 60 ans de mon père devait être la célébration de tout ce que nous avions construit ensemble. Nous avions loué la plus belle salle de Lyon, le salon doré du Palais de la Bourse, avec ses lustres qui scintillaient comme des étoiles et ses tables couvertes de nappes brodées de fil d'or. J'avais passé des semaines à organiser chaque détail pour que papa se sente comme un roi le temps d'une soirée. C'était un soir de septembre, et la lumière dorée du soleil couchant traversait les hautes fenêtres, donnant à la pièce une atmosphère presque irréelle. Tous nos employés étaient là, ainsi que nos fournisseurs, nos partenaires commerciaux et même quelques clients fidèles. J'avais invité le chef étoilé Mathieu Vianney pour préparer un menu exceptionnel, composé uniquement de produits que nous vendions. Un pianiste jouait doucement dans un coin de la salle, et les conversations joyeuses créaient ce bourdonnement particulier des soirées réussies. Je regardais avec fierté ma famille accueillir les invités. Mon père, dans son costume taillé sur mesure, semblait rajeuni par toute cette attention. Ma mère, élégante dans sa robe bleu nuit, souriait avec cette grâce qui lui était propre. Et ma sœur Sophie resplendissait dans une robe rouge qui attirait tous les regards. Moi, j'avais opté pour une tenue plus discrète, un tailleur noir simple qui me ressemblait davantage. Je n'ai jamais aimé être au centre de l'attention. Quand le moment du dîner est arrivé, j'ai accompagné chaque invité à sa place, veillant à ce que les conversations soient stimulantes à chaque table. J'avais même préparé de petites cartes avec des anecdotes personnalisées sur mon père pour chaque convive. Tout se déroulait parfaitement. Les plats défilaient, chacun plus délicieux que le précédent, et les verres de Côtes-du-Rhône se remplissaient et se vidaient dans une ambiance de plus en plus chaleureuse. De ma place, je souriais en voyant mon père se lever pour faire un discours sur la famille et la gratitude. Ces mots simples mais sincères touchaient tout le monde. Il a parlé de nos débuts modestes, de notre détermination, de notre solidarité face aux difficultés. Sans ma famille, a-t-il dit, la voix légèrement tremblante d'émotion, je ne serais rien. Tout ce que nous avons construit, nous l'avons fait ensemble. Puis ma mère a pris le microphone. Son sourire était tranchant comme un rasoir, sa voix dégoulinante d'un venin mielleux que je ne lui connaissais pas aujourd'hui. Nous célébrons non seulement le passé, a-t-elle dit, mais aussi un nouveau départ. À partir de maintenant, notre chère fille, Sophie, assumera le rôle de nouvelle directrice de l'innovation. Nous n'avons pas de place pour les échecs dans notre entreprise. Mon estomac s'est noué. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Certains murmuraient, d'autres détournaient simplement les yeux, gênés. Le temps s'est figé dans une bulle de silence assourdissant. Je suis restée paralysée, le sang me montant au visage. Sophie m'a adressé un sourire victorieux de l'autre côté de la salle. Mon esprit s'est mis à courir désespérément, cherchant un moyen de comprendre ce qui se passait, mais il n'y avait rien à dire. Aucun mot ne pouvait couvrir cette trahison. Je me suis levée silencieusement, j'ai repoussé ma chaise, et je suis sortie de la salle, laissant derrière moi le bruit d'applaudissements creux. Dans le hall désert, j'ai croisé Pierre, notre responsable logistique, qui fumait une cigarette malgré l'interdiction. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant, et il a écrasé précipitamment sa cigarette. « Élise, je suis désolé, a-t-il murmuré. Il prépare ça depuis des mois. J'aurais dû te prévenir, mais ils ont fait signer des clauses de confidentialité à tout le monde. » Tout s'est éclairé dans mon esprit. Les réunions auxquelles je n'étais pas conviée. Les dossiers qui disparaissaient de mon bureau. Les regards entendus. Les chuchotements qui s'interrompaient à mon arrivée. Depuis combien de temps planifié il m'a mise à l'écart? Cette pensée m'a donné la nausée. Je suis sortie dans la nuit lyonnaise, la brise fraîche du Rhône me giflant le visage. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas maintenant. Pas pour eux. J'ai marché sans but, longeant les quais illuminés, croisant des groupes de touristes joyeux et des couples enlacés qui semblaient appartenir à un autre monde. Un monde où la famille signifiait encore quelque chose. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. D'abord Sophie, puis mon père, puis des collègues inquiets. J'ai ignoré tous les appels. Qu'aurais-je pu leur dire? Merci de m'avoir poignardé dans le dos pendant que j'organisais cette fête somptueuse. La colère commençait à remplacer la stupeur initiale. Je me suis arrêtée devant notre vieille boutique, maintenant transformée en simple point de retrait pour nos commandes en ligne. C'est là que tout avait commencé.
C'est là que j'avais passé d'innombrables heures à coder mon système, assise sur un tabouret inconfortable, avec pour seule lumière la faible lueur de mon écran d'ordinateur. Comment avait-il pu oublier? Un message de Sophie est arrivé, tu aurais dû voir venir. Tu passes trop de temps avec tes codes et pas assez avec les gens qui comptent vraiment. L'entreprise a besoin d'un visage, pas d'un cerveau caché dans l'ombre. C'était donc ça. Pendant que je construisais l'infrastructure de notre succès, Sophie tissait sa toile sociale. Pendant que je passais mes nuits à perfectionner notre système, elle charmait investisseurs et journalistes. Et maintenant, elle récoltait les fruits de mon travail. Je suis finalement rentrée dans mon appartement aux premières lueurs de l'aube. Il me semblait plus vide que jamais. Sur mon bureau, le cadeau que je comptais offrir à mon père trônait, encore emballé, un album photo retraçant notre aventure entrepreneuriale, des photos de notre vieille boutique jusqu'à nos bureaux actuels. Des souvenirs que je croyais partagés, mais qui n'étaient peut-être que les miens. La fatigue m'a submergée d'un coup, et je me suis effondrée sur mon lit, tout habillée. Mais avant de sombrer dans un sommeil agité, une idée claire s'est formée dans mon esprit, ils venaient de commettre une erreur monumentale. Ils avaient oublié une chose cruciale, j'étais la seule à connaître les rouages intimes de notre système. J'étais la seule à posséder les clés de leur royaume numérique. Demain serait un autre jour. Un jour où ils apprendraient le véritable coup de leur trahison. J'ai conduit toute la nuit sans destination, les larmes brouillant la route devant moi. Le ronronnement de ma petite Citroën était le seul son qui m'accompagnait tandis que je quittais Lyon, prenant l'autoroute vers le sud sans vraiment savoir où j'allais. Comment en étions-nous arrivés là? Comment avaient-ils pu balayer tout ce que je leur avais donné, tout ce que j'avais sacrifié, comme si ça n'avait aucune importance? J'ai repassé chaque souvenir dans ma tête, les nuits passées à coder dans l'obscurité, les Noëls et les anniversaires que j'avais manqués pour respecter une date de lancement, les maladies que j'avais endurées parce que l'entreprise avait besoin de moi. Je revoyais mon père m'apporter des sandwichs et du café quand je travaillais tard, me tapotant l'épaule avec fierté. Ma petite Jenny, disait-il alors. Où était passée cette tendresse? Je me suis retrouvée sur une aire d'autoroute près d'Avignon, regardant le soleil se lever sur les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. L'air frais du matin caressait ma peau, me ramenant peu à peu à la réalité. Il était temps d'affronter la vérité, j'avais construit quelque chose d'incroyable, certes, mais je l'avais construit pour des gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Toutes ces années de loyauté, à croire que le sang était plus fort que l'ambition, n'avaient été qu'un mensonge. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer. 23 appels manqués, 47 messages. La plupart de Sophie, quelques-uns de ma mère, et même un de mon père. Je n'en ai ouvert aucun. Je n'étais pas prête à entendre leurs excuses ou, pire encore, leurs justifications. Au lieu de cela, j'ai appelé Rémi, mon ami d'enfance devenu avocat à Marseille. Et Élise? Sa voix était encore endormie. Il est 6 heures du matin. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit simplement. C'est au sujet de propriété intellectuelle. Rémi m'a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. La création du logiciel, les années de développement solitaire, et enfin, la trahison. Quand j'ai eu fini, il a poussé un long soupir. Et tu n'as jamais déposé de brevet? Signé de contrat stipulant que tu étais la propriétaire du code? J'ai secoué la tête, avant de me rappeler qu'il ne pouvait pas me voir. Non. C'était l'entreprise familiale. Je n'ai jamais pensé que ce serait nécessaire. Les affaires familiales sont souvent les plus compliquées, a-t-il répondu avec une note de tristesse dans la voix. Mais il y a peut-être une solution. Si tu es la seule à avoir développé ce logiciel, sans contributeurs externes, et si tu peux prouver que tu en es l'unique auteur, tu pourrais avoir un recours légal. Surtout si le code source est toujours en ta possession. Un mince sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Le code source. Bien sûr qu'il était en ma possession. J'étais la seule à comprendre cette architecture complexe que j'avais bâtie couche après couche. J'avais même conservé tous mes carnets de notes, remplis de schémas et d'algorithmes griffonnés à la hâte. Je peux te rejoindre à ton cabinet aujourd'hui, ai-je demandé. Je vais annuler mes rendez-vous de la matinée. Viens dès que tu peux. 3 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau élégant de Rémi, avec vue sur le vieux port de Marseille.
Les bateaux se balançaient doucement sur l'eau scintillante, insouciants et libres. Une liberté que je m'apprêtais à reconquérir. Tu comprends qu'il s'agit d'une situation délicate, m'a expliqué Rémi en ajustant ses lunettes. Légalement, le logiciel appartient probablement à l'entreprise, même si tu en es l'auteur. Mais pratiquement. Il a laissé sa phrase en suspens, un sourire complice aux lèvres. Pratiquement, je suis la seule personne au monde à pouvoir le faire fonctionner correctement, ai-je complété. Exactement. Et c'est là que réside ton pouvoir de négociation. Nous avons passé la journée à élaborer un plan. Rémi a rédigé des documents juridiques pendant que je préparais ma stratégie technique. À mesure que le soleil descendait sur la Méditerranée, une clarté froide s'est installée en moi. Je n'allais pas me battre pour une place dans une famille qui m'avait rejeté. Je n'allais pas supplier. Mais je n'allais pas non plus les laisser voler mon travail. Ils m'avaient prise pour acquise, mais ils allaient bientôt apprendre le coup de la trahison. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un petit hôtel près du port, bercé par le bruit des vagues contre les quais. Pour la première fois depuis longtemps, mon sommeil n'a pas été troublé par des rêves de code et d'algorithmes, mais par un sentiment de calme résolu. Au matin, j'ai pris un café sur la terrasse d'un bistrot, observant les pêcheurs revenir avec leur prise du jour. Un message de Sophie est apparu sur mon téléphone. Où es-tu? L'équipe technique n'arrive pas à accéder au serveur principal. Il y a un problème avec le système. J'ai souri en sirotant mon café. Il n'y avait aucun problème avec le système. Le problème, c'était qu'ils pensaient pouvoir se passer de moi. À midi, les appels ont commencé à se multiplier. D'abord les techniciens, puis les responsables de service, et enfin ma mère. Élise, c'est urgent. Nous avons une panne majeure. Tous les systèmes sont bloqués. J'ai laissé sonner sans répondre. Dans mon sac, mon ordinateur portable contenait le seul remède à leur problème, un remède que je n'étais pas encore prête à leur donner. L'après-midi, c'est mon père qui a appelé. Sa voix, habituellement si assurée, tremblait légèrement. Ma fille, je sais que tu es blessée. Ce qui s'est passé hier soir, ce n'était pas mon idée. Ta mère et Sophie ont organisé ça sans me consulter. Je te demande pardon. Des excuses, mais pas de solution. Pas de proposition pour réparer l'injustice. Juste des mots vides. Les clients s'impatientent, a-t-il continué. Les commandes ne sont pas traitées. Les fournisseurs ne peuvent pas être payés. Tout notre écosystème est paralysé. J'ai finalement pris la parole. Je suis désolée d'apprendre ça, papa. Peut-être que la nouvelle directrice de l'innovation saura résoudre ce problème. Le silence à l'autre bout de la ligne a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. Je serai de retour demain, ai-je ajouté avant de raccrocher. Avec mes conditions. Le soleil se couchait sur Marseille quand j'ai repris la route vers Lyon, l'esprit plus clair que jamais. Dans le rétroviseur, je pouvais voir la silhouette de la ville portuaire s'éloigner, emportant avec elle la jeune femme naïve que j'avais été, celle qui croyait aveuglément aux liens familiaux. À sa place émergeait une nouvelle Élise plus forte, plus sage, et prête à reprendre ce qui lui appartenait. Tandis que les couleurs du crépuscule peignaient le ciel de teintes ardentes, j'ai compris que parfois, certaines tempêtes doivent éclater en silence avant de pouvoir se déchaîner avec toute leur force. Quand je suis arrivée au bureau tôt le lendemain matin, le bâtiment semblait exactement le même de l'extérieur. Le soleil se levait sur les toits de Lyon, illuminant les façades ocres du quartier d'affaires de la Part-Dieu. Les premiers tramways commençaient leur balai quotidien, transportant des travailleurs encore ensommeillés vers leur bureau. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Pendant la nuit, j'avais bloqué tous les accès administratifs au logiciel, un système que j'avais conçu entièrement seul, sans consultants externes, et dont moi seul détenais les clés maîtresses. Sans mon autorisation, personne ne pouvait faire fonctionner la plateforme centrale. J'ai déposé une note imprimée à l'accueil, sur le bureau de Sandrine qui n'arriverait que dans 1 heure. Avec effet immédiat, tous les droits d'exploitation du système ont été révoqués. Pour toute négociation, veuillez contacter la développeuse. J'ai signé de mon nom complet le nom qu'ils avaient choisi d'effacer quelques heures plus tôt. Je me suis installée dans la petite salle de pause au fond du couloir, celle que personne n'utilisait jamais car elle était trop éloignée des bureaux principaux. De là,
j'avais une vue parfaite sur la réception tout en restant invisible. Mon ordinateur sur les genoux, je me suis connecté au réseau interne pour surveiller ce qui allait se passer. À 8h30 précise, Sandrine est arrivée, son éternel foulard Hermès autour du cou. Elle a posé son sac, allumé son ordinateur, et s'est figée en voyant l'écran. Elle a essayé de se reconnecter, une fois, 2 fois, avant de décrocher son téléphone d'un geste nerveux. À 8h45, les employés ont commencé à arriver. L'un après l'autre, ils se sont heurtés au même mur numérique invisible. Aucun accès aux bases de données clients, au système de facturation, au traitement des commandes. Des appels frénétiques ont commencé à être passés, d'abord au service informatique, puis entre collègues. À 9h15, Sophie est entrée, rayonnante dans son tailleur gris perle, sa nouvelle position de directrice de l'innovation encore fraîche sur ses cartes de visite. Son sourire s'est évaporé quand Sandrine s'est précipitée vers elle, agitant la note que j'avais laissée. J'ai vu le visage de ma sœur se décomposer en lisant mes mots. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle s'attendait à me voir surgir d'un coin. À 9h30, mes parents sont arrivés ensemble, comme chaque matin depuis 30 ans. Ma mère, impeccable comme toujours, a traversé la réception sans un regard pour le chaos qui régnait. Mon père, lui, s'est arrêté pour parler à chaque employé, tentant visiblement de comprendre ce qui se passait. Quand Sophie lui a montré ma note, j'ai vu ses épaules s'affaisser. À 10h, la première crise a éclaté. Notre plus gros client, les Galeries Lafayette, a appelé pour signaler qu'ils ne pouvaient pas accéder à leur portail personnalisé pour passer leurs commandes hebdomadaires. Sophie a pris l'appel, son visage devenant de plus en plus rouge à mesure qu'elle tentait d'expliquer la situation sans révéler la vérité. À 11h, le chaos était total. Les téléphones sonnaient sans interruption, des clients furieux se pressaient à l'accueil, et les réunions étaient annulées les unes après les autres. L'équipe technique, menée par Thomas, avait déployé tous les moyens possibles pour contourner mes verrous, sans succès. Je les observais sur mon écran, presque admirative de leur persévérance. À midi, j'ai vu ma famille réunie dans la salle de conférence principale. Même de loin, je pouvais sentir la tension qui émanait de cette pièce. Ma mère faisait les 100 pas, gesticulant avec animation. Sophie était assise, la tête entre les mains. Mon père restait immobile près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il cherchait une réponse dans le ciel lyonnais. Je suis finalement sortie de ma cachette. En traversant l'open space, j'ai senti tous les regards se poser sur moi. Certains collègues m'ont adressé des sourires discrets, d'autres ont détourné les yeux, gênés. Je me suis dirigée directement vers la salle de conférence et j'ai ouvert la porte sans frapper. Le silence qui s'est abattu était assourdissant. Ma mère s'est figée en plein geste. Sophie a relevé la tête, les yeux rouges. Mon père s'est tourné lentement vers moi, son visage illisible. « Bonjour », ai-je dit simplement. « Je crois que vous me cherchiez. » Ma mère a été la première à retrouver sa voix. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Des millions d'euros sont en jeu. Notre réputation est en jeu. » J'ai souri, d'un sourire que je ne me connaissais pas à notre réputation. « Ou la tienne, maman ? » Sophie s'est levée brusquement. « C'est du chantage, ce que tu fais. C'est illégal. Tout comme écarter la personne qui a créé l'intégralité de votre infrastructure numérique sans préavis ni compensation, ai-je répliqué calmement. J'ai consulté un avocat hier. Je suis prête à porter cette affaire devant les tribunaux si nécessaire. Mon père a fait un pas vers moi. Élise, voyons. Nous sommes une famille. Les familles se disputent parfois, mais elles se réconcilient toujours. Une famille ? Ma voix s'est brisée malgré moi. Une famille ne trahit pas l'un des siens en public. Une famille ne rejette pas quelqu'un qui a tout sacrifié pour elle. Ma mère a claqué sa main sur la table. Sacrifié ? Tu as toujours fait ce que tu voulais. Caché derrière ton ordinateur pendant que nous devions être le visage de l'entreprise, gérer les relations clients, les négociations difficiles. Et tu en as été largement récompensé, non, ai-je rétorqué. Ta ligne de confiture porte ton nom. Ton visage est sur tous nos catalogues. Pendant ce temps, qui a passé des nuits blanches à reconstruire le système quand nous avons été victimes d'une cyberattaque l'année dernière ?
Qui a créé l'algorithme qui a multiplié nos ventes par 3? Qui a conçu le système de livraison qui fait notre réputation? Le silence est retombé. Pour la première fois, j'ai vu dans les yeux de ma mère une lueur qui ressemblait à du respect ou peut-être à de la peur. Sophie a fait un geste vers son téléphone. Les clients attendent. Les fournisseurs attendent. Qu'est-ce que tu veux, exactement? J'ai posé sur la table un dossier que Rémi avait préparé. Mes conditions sont simples. Je veux la propriété complète de mon logiciel et un accord officiel, signé, qui mette fin à mes obligations envers cette entreprise. Je partirai avec ce que j'ai construit, et vous reconstruirez à partir de zéro si vous l'osez. Personne ne me traitera plus jamais d'échec sans savoir exactement ce qu'il a perdu. Mon père a pris le dossier d'une main tremblante. Tu nous quittes vraiment? J'ai senti mon cœur se serrer malgré moi. C'est vous qui m'avez quitté les premiers, papa. Les heures qui ont suivi ont été parmi les plus étranges de ma vie. Pendant que mon père étudiait méticuleusement le contrat avec notre avocat d'entreprise, j'ai attendu dans mon ancien bureau, celui que j'avais occupé pendant des années avant que Sophie ne suggère que je déménage dans une pièce plus adaptée à mon travail technique. Un euphémisme pour me reléguer dans un espace sans fenêtre au fond du couloir. Je n'ai pas tardé à recevoir une avalanche d'appels frénétiques. D'abord Sophie, puis ma mère, et finalement même mon père. J'ai ignoré leurs messages vocaux suppliants, leurs SMS de plus en plus désespérés. Je voulais qu'ils ressentent le poids de ce qu'ils avaient fait. Je voulais qu'ils réalisent que leur échec était la seule chose qui maintenait leur empire à flot. À l'extérieur de mon bureau, je pouvais entendre le brouhaha des conversations tendues, des coups de téléphone aux clients pour expliquer des retards inexplicables, des réunions d'urgence qui se succédaient sans interruption. L'entreprise était paralysée, et chaque minute qui passait leur coûtait des milliers d'euros. Une satisfaction amère m'envahissait à chaque nouvel appel paniqué que j'entendais. En fin d'après-midi, Thomas, notre responsable technique, a frappé timidement à ma porte. « Élise. » Il a hésité, mal à l'aise. Je voulais juste te dire que je comprends. L'équipe aussi. Ce qu'ils t'ont fait, ce n'était pas juste. J'ai levé les yeux de mon écran. Merci, Thomas. Mais pourquoi personne n'a rien dit? Vous étiez tous là, hier soir. Il a baissé les yeux. Tu connais ta mère. Elle fait peur. Et puis, beaucoup d'entre nous dépendent de ce job pour nourrir leur famille. Il a marqué une pause. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais partir, ai-je répondu simplement. Avec mon code. Ses yeux se sont écarquillés. Tout le système? Mais alors, l'entreprise. L'entreprise survivra. Ou pas. Ce n'est plus mon problème. Il a hoché la tête lentement. Tu sais qu'on ne pourra jamais recréer ce que tu as fait? Personne ne comprend ton architecture comme toi. C'est de l'art, ce que tu as construit. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais voulu. Pendant toutes ces années, j'avais cru que personne ne voyait vraiment mon travail, que personne ne comprenait l'élégance des solutions que j'avais conçues. Trouve-toi un bon job ailleurs, Thomas, lui ai-je conseillé. Tu es trop brillant pour rester ici quand tout s'effondrera. Il a souri tristement et est parti, me laissant seul avec mes pensées et le bourdonnement constant de mon ordinateur. Vers 18h, alors que la plupart des employés avaient déjà quitté le bureau, incapable de travailler sans accès au système, mon père est apparu à ma porte. Son costume était froissé, sa cravate desserrée. Pour la première fois de ma vie, il semblait petit, vulnérable. « S'il te plaît, a-t-il dit, la voix brisée, reviens. Nous avons besoin de toi. » Je l'ai invité à entrer, mais je n'ai offert aucune parole réconfortante. Je l'ai écouté expliquer comment les clients retiraient leurs contrats, comment les investisseurs paniquaient. Ma mère et Sophie n'avaient aucune idée de comment reconstruire ce que j'avais mis hors ligne. Cet accord. Il a agité les papiers que j'avais présentés plus tôt. C'est très dur. Tu nous laisserais sans rien. Pas sans rien, papa. Vous gardez la marque, les relations clients, les contrats avec les fournisseurs. Je ne prends que ce qui est vraiment à moi, mon code, mon travail. Mais c'est le cœur de l'entreprise. Sans ton système, nous revenons 10 ans en arrière.
J'ai soutenu son regard. Et pourtant, vous étiez prêt à me jeter comme un brouillon inutile. Comment appelez-vous ça? Il a baissé les yeux. Ta mère et Sophie, elles pensaient que nous avions besoin de sang neuf, d'un nouveau visage pour l'entreprise. Sophie est douée avec les gens, elle sait charmer les investisseurs, séduire les médias. Et moi, je ne suis bonne qu'à rester dans l'ombre, c'est ça? Ma voix était calme, mais chargée d'une colère froide. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a soupiré profondément. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû m'opposer à leur plan. Je suis désolée, ma fille. Des excuses. Enfin. Mais était-elle sincère ou simplement motivée par la panique? Est-ce que tu savais ce qu'elle préparait, papa? Est-ce que tu étais au courant pour l'annonce à ton anniversaire? Son silence a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. Je vois, ai-je murmuré. Tu savais. Tu as laissé faire. Et Élise. Sa voix s'est brisée. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous pouvons arranger les choses. Nous pouvons te donner un poste de direction, plus de visibilité, plus de reconnaissance. J'ai secoué la tête. Non, papa. C'est trop tard. Je ne veux pas d'un poste dans une entreprise qui ne m'a jamais vraiment valorisé. Je veux ma liberté. Il m'a regardé comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Peut-être était-ce le cas. Peut-être n'avait-il jamais remarqué la femme forte et déterminée que j'étais devenue, trop occupée à gérer l'empire que j'avais aidé à construire. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé doucement. Je vais créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'appartient entièrement. Et cette fois, personne ne pourra me le prendre. Il a hoché la tête lentement, une lueur de respect brillant dans ses yeux fatigués. Tu as toujours été la plus intelligente d'entre nous. La plus courageuse aussi. Ces mots, que j'avais tant espéré entendre pendant des années, sonnaient maintenant creux, comme une pièce de monnaie jetée dans un puits trop profond. Les documents seront prêts à être signés demain matin, ai-je dit, mettant fin à la conversation. Une fois que tout sera officiel, je débloquerai les systèmes et vous fournirai une version fonctionnelle basique. Juste assez pour que vous puissiez continuer à opérer pendant que vous cherchez une solution de remplacement. Et c'est tout. Sa voix trahissait sa détresse. Notre relation se termine sur des papiers légaux et un transfert de code. J'ai regardé par la fenêtre, observant Lyon qui s'illuminait alors que le soir tombait. Cette ville que j'aimais tant, où j'avais grandi, où j'avais construit tant de choses. Une ville que j'allais bientôt quitter. Notre relation s'est terminée hier soir, papa, quand personne ne s'est levé pour me défendre, ai-je répondu doucement. Le reste n'est que formalité. Il a quitté mon bureau comme un homme vaincu, les épaules voûtées sous le poids de ses regrets. En le regardant partir, j'ai ressenti un pincement au cœur. Une partie de moi voulait le rappeler, lui dire que tout pouvait s'arranger. Mais je savais que ce serait un mensonge. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, j'ai ouvert une bouteille de Côte du Rhône et j'ai porté un toast silencieux à ma nouvelle vie. Une vie où je n'aurais plus jamais à me contenter des miettes de reconnaissance qu'on me jetait. Une vie où mon nom ne serait plus jamais oublié. À la fin, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. Ils ont tout signé, les mains tremblantes, les visages creusés par la défaite. J'ai quitté l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, les laissant ramasser les fragments de leur trahison. C'était douloureux, plus que je ne voulais l'admettre, mais c'était une rupture nette, une amputation nécessaire pour sauver mon âme. Le jour où j'ai remis mes clés et vidé mon bureau était étrangement ordinaire. Un mardi matin pluvieux de novembre, le ciel lyonnais aussi gris que mon humeur. Quelques collègues sont venus me dire au revoir discrètement, glissant des mots d'encouragement et des numéros de téléphone dans ma main. D'autres m'évitaient, comme si ma disgrâce était contagieuse. Sophie n'était pas là, elle avait choisi de travailler de chez elle ce jour-là, une lâcheté qui ne m'étonnait guère. Ma mère s'était enfermée dans son bureau, rideau baissé. Seul mon père m'attendait à la sortie, sous son parapluie noir. « Et tu es sûr de toi ?» m'a-t-il demandé une dernière fois, l'eau ruisselant sur son visage, des gouttes de pluie ou des larmes, je n'aurais su le dire. Plus que jamais, ai-je répondu en serrant contre moi le carton contenant mes affaires personnelles. Il a hoché la tête lentement.
Où vas-tu aller? Paris, pour commencer. J'ai un ami qui peut m'héberger le temps que je trouve un appartement. Et ensuite? J'ai souri. Tu verras. Il a tendu la main pour toucher mon visage, un geste qu'il n'avait pas fait depuis mon enfance. Tu vas nous manquer. Non, ai-je répondu doucement. Je vais vous hanter. Avec le logiciel Tirement sous mon nom, j'ai lancé ma propre entreprise dans un petit bureau du 11e arrondissement de Paris. J'ai baptisé ma société Eclipse, un clin d'œil à mon émergence de l'ombre. Les premiers mois ont été difficiles. Reconstruire, même avec des fondations solides, demande du temps, de l'énergie, et des ressources que je n'avais pas en abondance. Mais j'avais quelque chose de plus précieux que l'argent, la connaissance. Je connaissais les faiblesses du marché, les besoins non satisfaits des clients, les défauts des systèmes existants. Et j'avais la liberté de créer exactement ce que je voulais, sans compromis, sans avoir à convaincre qui que ce soit de la pertinence de mes idées. Les clients qui m'avaient fait confiance par le passé m'ont suivi sans hésitation. Axel Dubois, directeur des achats aux Galeries Lafayette, a été le premier à signer un contrat avec Eclipse. Je ne fais pas confiance à votre système, m'a-t-il dit lors de notre première réunion dans son bureau parisien. Je vous fais confiance à vous, Élise. C'est votre vision qui nous a toujours impressionnés. Ces mots m'ont réchauffé le cœur dans les moments difficiles qui ont suivi. Car ils ont été nombreux, ces moments de doute où je me réveillais en pleine nuit, terrifiée par l'ampleur de ce que j'entreprenais. Gérer une équipe, lever des fonds, négocier des contrats, tout en continuant à développer des solutions innovantes, c'était épuisant. J'ai engagé Thomas, mon ancien collègue, qui a quitté l'entreprise familiale sans un regard en arrière. Ton logiciel n'a jamais aussi mal fonctionné que depuis que tu es parti, m'a-t-il confié. Ta sœur et ta mère sont complètement dépassées. Elles ont embauché des consultants externes à prix d'or, mais personne ne comprend vraiment ton architecture. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'aurais pu espérer à cette nouvelle. Juste une tristesse résignée. Ils avaient fait leur choix, comme j'avais fait le mien. Les mois ont passé, rythmés par les lancements de produits, les démonstrations clients, les nuits blanches à coder de nouvelles fonctionnalités. J'ai constitué une équipe de jeunes développeurs passionnés, choisis non pour leur diplôme prestigieux mais pour leur créativité et leur détermination. Ensemble, nous avons créé une nouvelle génération de logiciels, plus intuitifs, plus puissants, plus adaptés aux défis du commerce moderne. Un an après mon départ, mon entreprise prospérait au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Nos bureaux occupaient désormais tout un étage d'un immeuble moderne près du canal Saint-Martin. Notre clientèle s'étendait bien au-delà des frontières françaises, avec des contrats en Belgique, en Suisse, et même en Allemagne. J'avais le contrôle total de mon destin, et cette liberté valait tous les sacrifices. C'est à cette époque que j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Sa voix semblait vieillie, fatiguée. On a besoin de parler, Élise. C'est important. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de la gare de Lyon, un territoire neutre. Il est arrivé avec un dossier sous le bras et des cernes profonds sous les yeux. L'entreprise coule, a-t-il annoncé sans préambule. Ta mère et Sophie n'arrivent pas à la maintenir à flot. Les clients partent, les systèmes plantent régulièrement. Nous perdons de l'argent chaque jour. J'ai pris une gorgée de mon café, observant mon père par-dessus le bord de ma tasse. Et tu veux que je revienne? C'est ça que tu es venu me demander? Il a secoué la tête. Non. Je sais que c'est impossible. Je suis venu te proposer un marché. Rachète l'entreprise. Fais en ce que tu veux. Change le nom, garde les clients, licencie qui tu veux. Mais sauve-la. C'est 30 ans de notre vie, Élise. J'ai été prise de court. De tous les scénarios que j'avais imaginés, celui-ci n'en faisait pas partie. Et maman? Sophie? Elles sont d'accord avec ça? Un sourire triste a traversé son visage. Elles n'ont pas le choix. Les banques menacent de couper les crédits. Les fournisseurs exigent d'être payés d'avance. C'est fini. J'ai regardé par la fenêtre du café, observant les passants qui se hâtaient sous la pluie parisienne. Des vies normales, des préoccupations ordinaires. Si loin de ce drame familial qui avait consumé la mienne. Je ne sais pas, papa.
Eclipse se développe bien. Reprendre l'entreprise familiale maintenant, avec tous ses problèmes. Pense Y, a-t-il insisté en poussant le dossier vers moi. Les chiffres, les contrats, tout est là. Prends ton temps. Cette nuit-là, j'ai étalé les documents sur la table de mon salon. Les rapports financiers confirmaient les dires de mon père. L'entreprise était au bord du gouffre. Sans intervention rapide, elle disparaîtrait dans les 6 mois. J'ai appelé Rémi, mon ami avocat, pour lui demander conseil. « Tu n'es pas obligé de faire ça », m'a-t-il rappelé. « Tu as réussi à t'en sortir. Tu as construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'appartient. Pourquoi risquer tout ça pour des gens qui t'ont trahi ?» Il avait raison, bien sûr. Mais une petite voix au fond de moi me rappelait les années de travail, les sacrifices, les rêves partagés. Cette entreprise était aussi mon bébé, même si on me l'avait arraché. Après une semaine de réflexion, j'ai pris ma décision. J'ai convoqué mon père, ma mère et Sophie dans les bureaux d'Eclipse. Les voir entrer dans mon territoire, hésitants et mal à l'aise, m'a procuré une satisfaction que je n'ai pas cherché à dissimuler. « Voici mon offre », ai-je annoncé sans préambule. Eclipse rachète l'entreprise à un prix équitable. Vous conservez une participation minoritaire, mais sans aucun pouvoir décisionnel. Les employés sont repris, mais la direction est entièrement remaniée. Ma mère a pâli. « Mais tu nous mets à la porte ?»« Un non, maman. Je vous offre une porte de sortie. » C'est différent. Sophie a croisé les bras, défensive. « Et si on refuse ? Alors vous coulez. Et je serai là pour récupérer les clients quand ça arrivera. » La dureté de mes paroles m'a surprise moi-même. Mais une année entière avait passé une année à reconstruire, à prouver ma valeur, à guérir des blessures qu'il m'avait infligées. J'étais devenue plus forte, plus déterminée, et certainement moins indulgente. 3 semaines plus tard, les contrats étaient signés. Eclipse Technologies absorbait Saveurs de Lyon, créant une entité plus puissante, plus innovante. Mon nom figurait désormais en haut de l'organigramme, en lettres bien visibles. Personne ne l'oublierait plus jamais, ni le monde, ni moi-même. Parfois, tard le soir, je repense encore à ce dîner d'anniversaire, la salle étincelante, la trahison, la marche solitaire dans la nuit. Mais surtout, je pense à la femme qui s'est relevée de ses décombres, plus forte, plus sage et libre. Une femme qui a appris la leçon la plus difficile et la plus précieuse. Parfois, il faut tout perdre pour vraiment se trouver.